passer à la phase des réactions. Comme vous êtes en train d'applaudir beaucoup là, ça veut dire que vous avez certainement des choses à dire pour renforcer ce que les communicateurs ont avancé. Et après cela, je pense que nous aussi, les membres du gouvernement et les représentants de notre administration vont vous donner les bonnes réponses et certainement que vous allez applaudir les réponses que nous allons vous donner. Alors, ceci étant, s'il y a des préoccupations qui s'expriment, nous sommes prêts à prendre quelques questions et quelques analyses également, parce que dans la salle, il doit y avoir des participants qui ont de très bonnes idées et de très bonnes suggestions pour qu'on puisse capitaliser tout ça dans la prise de décision qui devrait intervenir à l'issue de notre rencontre de Bobo-Dioulasso. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci à l'Assemblée. Voilà, moi, je suis satisfait. C'est pour une contribution, quoi. Parce que quand ils ont fait la présentation, là, ils ont présenté de la belle qualité. Et moi, ce que je voulais ajouter, il ne faut pas oublier que tout ce que nous produisons au Burkina, c'est bio. Et vous voyez ce que nous importons, la plupart, ce sont des... Bon, c'est pas bio. Moi, je voulais qu'on ajoute que tout ce que le Burkina va produire là, c'est biologique. Et actuellement, en Europe, on consomme bio, et puis c'est en Afrique, on en va la mettre. Et comme nous produisons ce qui est bio, et je pense que nous devons vraiment mettre le paquet sur la promotion de nos productions. Voilà. Donc, j'avais des contributions, mais comme on n'est pas encore arrivé, c'était pour dire que c'est bon. Et quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Nous devons faire la promotion de ce que nous produisons. Voilà. Donc, c'était ça seulement, j'avais comme contribution. Monsieur le Premier ministre, merci. Je m'appelle Han Vorne, je suis le directeur général d'Anatrans, unité de transformation de Cajou, ici à Bobo-Dioulasso. Je voulais juste faire une observation sur la stratégie qui a été proposée avec l'alliance possible pour la filière. J'ai compris que l'étude a été faite dans très peu de temps et une des observations était aussi le manque de statistiques. Je voulais préciser d'abord que la production du Burkina de noix de cajou n'était pas de 30 000 tonnes, mais de plus de 100 000 tonnes. Et aussi, l'exemple qui a été donné avec le jus de mangue dans les avions. Actuellement, le Burkina, pour le cajou transformé bio-équitable, est leader en Afrique de l'Ouest. Alors, il y a des niches comme ça dans la transformation aussi qui sont intéressantes. Et ce n'est pas dit de forcément travailler ensemble, de faire transformer la noix brute du Burkina en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Mon intervention va dans le même sens que celle de mon prédécesseur. C'était pour rectifier les statistiques en matière de production d'amandes de karité du Burkina. Je ne sais pas si ce que le consultant a donné, c'est la production réelle. Sinon, s'il s'agit du potentiel de production du Burkina, notre potentiel est de 1 247 274 tonnes par an que nous pouvons produire. Et je suis d'accord avec lui quand il dit qu'effectivement, comme nous disposons d'un avantage comparatif certain parmi tous les pays africains producteurs de karité, alors il importe que nous développions l'avantage compétitif en investissant donc effectivement dans la technologie, la formation en ressources humaines et autres. Et je profite aussi pour féliciter le gouvernement par rapport à l'annonce du ministre du Commerce qui dit que désormais les investissements en termes d'équipement et autres et les importations seront exonérés. Nous avons fait ce plaidoyer-là pendant 7 ans en citant toujours le cas du Nigeria qui, pour promouvoir la transformation dans le karité, avait annoncé cela. Donc, nous profitons de cela pour remercier vraiment, très sincèrement, le gouvernement pour la prise en compte de cette préoccupation. Merci. Merci. Merci, Excellence. Moi, c'est Dr Yen Diedon Alain. Je suis du secteur privé de santé. Précisément, le président de l'association des promoteurs des cabinets médicaux, des cliniques et des polycliniques. Et je suis le secrétaire général de la fêtière des structures de santé privées dans notre pays. Je voudrais que vous puissiez, avec les membres de votre gouvernement, m'associer aux félicitations que mon frère, le prédécesseur, vient de formuler. Et pour simplement dire qu'après avoir entendu la présentation introductive et les 2 sous-thèmes avec le cabinet IOS, j'apprécie la pertinence des thèmes. Aussi, je soumets à votre bienveillance
une modeste proposition. Excellence, je voudrais simplement vous rappeler, mais je sais que vous le savez, pour moi, le secteur privé, c'est les résultats. Ce sont les résultats. C'est l'efficacité, c'est l'efficience, c'est l'innovation. Le temps est précieux. Le temps est précieux. C'est pourquoi le vœu que je formule, c'est que nous puissions poursuivre les réformes du CODES. C'est-à-dire renforcer, poursuivre en tout cas la réforme de la concertation au regard des problèmes soulevés par les deux communicateurs du cabinet Yons. En ce sens, que je formulerai en tout cas sous votre direction qu'il y ait au niveau de chaque ministère une rencontre avec le ministre entouré de ses directeurs centraux, avec les différents acteurs du secteur privé de ce secteur-là. Ce cadre de concertation de proximité, Excellence, je crois que ce sera vraiment le nœud, l'un des pas véritables dans la vraie réforme du cadre de concertation État-secteur privé. Ça nous permettrait, en tout cas, de reposer les problèmes et d'en trouver les solutions. Parce qu'en fait, beaucoup de problèmes, tous les problèmes du secteur privé sont connus. Les acteurs aussi étatiques sont là. Nous aussi, nous sommes là. Nous devrons pouvoir trouver des solutions. Donc, à mon humble avis, si vraiment une fois ou deux fois, ça nous permettrait d'alléger la rencontre nationale, qui, à mon humble avis, s'attacherait seulement à traiter les questions transversales, mais surtout demeurer une opportunité de renforcement des capacités et des compétences des acteurs du secteur privé. Si nous voulons vraiment jouer notre rôle dans la chaîne des valeurs, nous positionner tant au niveau régional qu'au niveau national. Excellence, voilà ma contribution. Merci, je suis Dr Désiré Nakoulma, le président de l'Union nationale des établissements privés laïcs. Je voudrais saluer la contribution apportée par l'expert et rappeler que si nous voulons améliorer la qualité de nos produits, des produits made in Burkina, si nous voulons améliorer la productivité, la compétitivité de nos entreprises, nous devons investir dans les ressources humaines. Et le secteur de l'éducation est chargé de fournir des ressources humaines qualifiées à l'ensemble des autres secteurs économiques. Je voudrais donc insister pour que dans les propositions qui sont faites, qu'il y ait une part qui est réservée à l'appui apporté au secteur de l'éducation. C'est ce qui va nous permettre de pérenniser la compétitivité de nos entreprises. Je vous remercie. Moi, c'est Traoré Souf. Je suis le président d'une association de mécaniciens de cyclomoteurs et assimilés pour la promotion du métier, dénommée Amecaprom. Ce que nous voulons vous demander, c'est de nous confier la formation des mécanos et les enfants défavorisés qui sont dehors afin de les intégrer dans la société normale. Merci. Merci, Excellence, Monsieur le Premier ministre. Je suis Noufou Yampa du bureau d'études Impact Plus, mais j'interviens au nom de l'association des bureaux d'études et bureaux conseils en développement. Je voudrais saluer la contribution donc de nos camarades et saluer vraiment la présentation de Monsieur le ministre du Commerce qui a véritablement donc fait bouger les lignes. Excellent Monsieur le Premier ministre, je voudrais intervenir autour de 5 points pour appuyer la mise en œuvre de l'ensemble de nos préoccupations. J'insiste sur ce que le consultant a dit tout à l'heure, à savoir donc une bonne compréhension du secteur privé, moteur du développement. En fait, ce n'est pas seulement le problème du gouvernement, c'est le problème de toute la nation. Je voudrais véritablement insister que vous puissiez, si nous voulons donc réussir la mission, travailler à ce que ce concept-là soit très clair. J'ai des propositions, mais compte tenu du temps, si vous voulez, je pourrais revenir sur ça. Le deuxième point que je voudrais insister, Monsieur le Premier ministre, c'est d'insister sur une autre problématique assez importante, à savoir la nécessité d'intégrer un outil de mesure de l'économie. L'outil que je voudrais proposer, c'est, on va dire, un outil d'évaluation de la population entrepreneuriale. Il s'agit de quoi? Il s'agit de voir le nombre d'entreprises en ratio par rapport au nombre de la population. Si nous prenons le cas du Burkina,
en partant du principe que, bon, je dis le chiffre, à peu près 100 000 entreprises et à peu près 20 000 personnes, nous sommes rendus à 0,5% de la population burkinabé qui est une population entrepreneuriale. Donc en disant donc que c'est le secteur privé qui est le moteur du développement, on pense qu'il serait judicieux de travailler à élever ce taux-là, car les 0,5% veut dire que sur 200 personnes, il y a une seule personne qui a une capacité entrepreneuriale. Il est difficile de bouger les lignes avec un tel taux. Le troisième point, Excellence, Monsieur le Premier ministre, que je voudrais apporter comme contribution, c'est de vous demander de considérer, comme ce qui a été dit pour l'éducation, que l'expertise est un véritable creuset de développement de cette population entrepreneuriale. En réalité, il y a là des experts qui peuvent, comme vous le voyez, aider le gouvernement à atteindre ses objectifs. Et dans ce sens, nous voulons insister, en tout cas solliciter, que vous puissiez intégrer plus les experts dans la formulation des projets et programmes de développement, ainsi que dans leur mise en œuvre. Nous avons des propositions concrètes à ce propos. Je voudrais terminer par un autre point qui est la dynamique de la restructuration de l'association des bureaux d'études et bureaux conseils en développement. Excellent Monsieur le Premier ministre, nous avons tenu notre première assemblée générale le 11 avril 2015 pour la mise en place de nos organes. Jusqu'à ce jour, ces organes ne sont pas encore opérationnels. Je voudrais donc solliciter que vous puissiez jeter un coup d'œil sur ce dossier. Naturellement, notre bureau se propose, pour vous accompagner, de procéder dans les jours à venir et dans les mois à venir une grande restructuration pour mieux jouer notre rôle. Je vous remercie, Excellence, Monsieur le Premier ministre. Merci. Merci, Excellence, Monsieur le Premier ministre. Je suis Madame Fatima Segda, directrice de Sodia Qualité. Et je me réjouis vraiment de l'intervention de Monsieur le ministre du Commerce pour la grande volonté, en tout cas, qui est affichée, d'aller vers la qualité des produits, la certification des produits. Et l'expert Yons Associates, je ne sais pas, je pense qu'il a travaillé peut-être dans la collecte de ces données avec l'ABEMAC. Je voulais juste ici souligner qu'il y a beaucoup de cabinets qui travaillent dans la qualité des produits qui ne sont pas membres de l'ABEMAC. Moi, je suis membre de l'ABEMAC, mais il y a d'autres qui ne sont pas membres de l'ABEMAC. Et nous ne sommes pas nombreux, les cabinets qui accompagnent dans la certification des produits agroalimentaires ou autres produits. Et il y a beaucoup de travail. Donc, il faut qu'on se donne la main avec l'ABEMAC, l'ABENOM, le ministère du Commerce, pour vraiment pouvoir accomplir cette volonté du gouvernement. Merci. Merci, Son Excellence et au Président. C'est la première fois que je vois les personnes vivant avec le handicap participer à ce genre de rencontres. Et nous disons merci au Président de la Chambre du Commerce et à tous ceux qui ont œuvré pour mettre en place cette rencontre. Voilà, moi, c'est Rasmata Konfé, président de l'association Wentanga pour le développement des personnes handicapées. Ma première préoccupation est que nous, on est dans l'artisanat, mais nous, on n'a pas la chance de participer à des expositions ailleurs. Même au Burkina Faso, à Ouagadougou, ici, on nous oublie. J'aimerais vous interpeller que nous sommes aussi des entrepreneurs et nous avons notre pierre aussi à ajouter pour construire le Burkina Faso. J'ajoute aussi que j'ai un petit problème. Quand je suis venu le matin, j'ai vu que la salle, il n'y a pas de rampe d'accès. Ça peut se modifier. Je vous demande votre indulgence parce que si vous voulez que les personnes handicapées travaillent avec vous, il va falloir que vous preniez des mesures qui vont faciliter leur déplacement. C'était juste pour vous dire que travailler avec les personnes valides seulement sans les personnes handicapées, le gouvernement devient handicapé aussi. Donc, il faut nous impliquer par toutes. Merci beaucoup. Je suis Madame Zundi Marie Josepha,
Et je suis élu consulaire à la Chambre de commerce. Et je représente ici la Fédération des industries agroalimentaires du Burkina Faso. Je remercie le gouvernement pour les efforts et la volonté consentis pour la chaîne de valeur agricole qui est un des maillons vitaux de l'économie burkinabé. Je voudrais suggérer à votre bienveillance un projet d'étude de mise en place d'un central d'achat d'emballage groupé. J'ai eu l'opportunité d'assister à un atelier de mise en place d'un central d'achat d'emballage groupé au Sénégal en 2011 qui marche fort bien pour les acteurs dans la chaîne de valeur agricole. C'est une suggestion. Également, il y a un deuxième point. En termes de recherche et développement, je suggère qu'une part financière conséquente soit affectée à la recherche et développement pour accompagner les entreprises dans l'innovation et dans l'invention. Je trouve que la recherche peine par manque de financement. Il n'est pas rare de voir des ingénieurs qui ont fait les mêmes bancs, la même intelligence que des Européens, dans les mêmes grandes écoles en Europe, qui souvent reviennent au Burkina Faso sans des formations continues, sans des recyclages. Et quand au fond on commande des équipements, les équipements ils vont fabriquer, cela ne répond pas. Mais ce n'est pas de leur faute. Depuis qu'ils sont rentrés de leurs études, ils sont dans leur bureau, il n'y a pas une formation continue pour ces ingénieurs, pour ces chercheurs qui puissent répondre à l'attente des entreprises au Burkina Faso. Donc je plaide pour eux et je plaide pour nous-mêmes, les entreprises de transformation agroalimentaire. Merci, Monsieur le Premier ministre. Mon nom c'est Ambroise Balma. Je voudrais intervenir au nom du président donc, du Conseil interprofessionnel des entreprises de Burkina Faso, à savoir Monsieur Lassine Diawara. Le SIDEF est une structure qui est née des cendres du syndicat de commerçants importateurs et exportateurs qui s'appelait Synpex. Et le SIDEF ambitionne de faire connaître ses membres et de mieux défendre leurs intérêts. Regroupant une cinquantaine de membres, ce conseil voudrait saisir cette occasion pour faire connaître ses préoccupations, dont les plus importantes sont les suivantes. Il est vrai que ces préoccupations n'ont pas de lien direct avec le thème central, mais on peut le considérer comme étant des préalables. Le premier point concernant ces préoccupations, c'est la lutte contre la fraude. Il est indéniable que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts dans le cadre donc, de la lutte contre la fraude. Et je voudrais faire allusion donc, aux structures qui ont été créées, à l'occurrence par le ministre du Commerce, à savoir donc, le BMC d'abord, et puis ensuite la structure chargée donc, de la répression et de la lutte contre la fraude, qui a été créée en 2019 et qui fait un très bon travail. Et je voudrais saisir cette occasion pour remercier donc, ce ministère-là, mais souhaiter quand même que d'autres actions puissent être prises de manière à ce qu'on puisse intensifier davantage la lutte contre la fraude. Et l'implication du secteur privé dans le financement de ces actions est envisageable et même envisagée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point concerne l'extension des démarches et des échanges administratifs. Nous souhaiterions que le gouvernement accepte donc d'étendre et d'accélérer la facilitation des démarches et des échanges administratifs avec l'ensemble donc des
des administrations publiques. Le troisième point concerne l'indemnisation des victimes de pillage d'octobre 2014. Suite aux manifestations insurrectionnelles d'octobre 2014, le gouvernement d'alors avait solennellement pris l'engagement d'accorder des indemnités et même des assistances financières aux entreprises victimes des actes de pillage et de vandalisme. Ce dossier semble avoir été mis sous le boisseau parce qu'on n'entend plus parler de cela, alors que cette situation a pratiquement affaibli beaucoup d'entreprises et à la limite même contribué donc à la disparition d'autres entreprises. Le quatrième point que je voudrais aborder concerne donc la suppression de la subvention sur le gaz. Il est de notoriété publique que cette subvention sur le gaz constitue aujourd'hui une source de concurrence déloyale. D'abord parce que tous les marketeurs ne bénéficient pas d'un traitement équitable, car pendant que les uns en sont exemptés, les autres sont soumis au paiement de cette subvention avant de réclamer le remboursement au trésor public. Ensuite, le remboursement de cette subvention aux marketeurs qui y sont soumis est si hypothétique qu'ils plombent leur trésorerie et menacent de se faire leur survie. La suppression de cette subvention ou à défaut son retrait des factures payables par les marketeurs à la SONABI apparaît comme la solution unique pour un retour de l'équité dans ce secteur. Avant de terminer, je voudrais souhaiter plein succès à nos travaux. Je vous remercie. Je suis le Naba Sigli de Sapolé. Les préoccupations des inventeurs et des innovateurs au Burkina, dont je suis le membre d'honneur, est que la recherche scientifique a donné des résultats, des bons résultats. Mais il est fait de constater que sur le terrain, ces inventions et ces innovations ne font pas leur preuve dans le cadre du développement des innovations et des inventions technologiques au Burkina. Madame a donné la solution. Avec ces problèmes, nous avons cheminé ensemble dans l'association près de 10 ans. C'est ça. Dans le cadre de la transformation, dans le cadre de la production, on a des équipementiers qui vous produisent des équipements agricoles et les équipements de transformation dans le cadre de tous ces produits-là. Donc voilà notre préoccupation au niveau de l'association burkinabé des inventeurs et des innovateurs. Maintenant, je vais intervenir un tout petit peu concernant le chapeau de Sapone. La coopérative est en train de cheminer dans le cadre de sa labellisation. Ce que le chapeau procure à cette population et au bonheur de ce Burkina, parce que le chapeau a été inventé depuis le XIIIe siècle par nos aïeux. C'est un bien culturel, un bien de valeur qui rehausse l'image de marque du Burkina Faso depuis la nuit des temps. Il est temps, avec le ministère du Commerce, dans le cadre de sa labellisation, de la promouvoir davantage parce que c'est un ambassadeur du Burkina. Sur ce, je vous remercie et du courage dans votre action de développement pour le Burkina Faso. Je vous remercie. Merci, merci. Je vais communiquer surtout autour de l'aéroport de Bobo-Dioulasso. Suite à notre plaidoyer pour l'aéroport international de Bobo-Dioulasso en 2015, le désenclavement et le développement économique de la région du Grand Ouest passe absolument par le développement de l'aéroport de Bobo. C'est pourquoi nous nous permettons de faire à nouveau un plaidoyer en faveur de la desserte de l'aéroport international de Bobo. Le levier du transport aérien à Bobo-Dioulasso dépend entièrement aujourd'hui de la stratégie mise en place par notre gouvernement.
L'aéroport a connu des mutations depuis sa création en 1944, en passant par les différentes réhabilitations en 1985, en 1998 et plus récemment en 2012. Beaucoup d'événements qui ont marqué la vie de l'aéroport international de Bobo s'étaient accompagnés de déclarations et de promesses des plus hautes autorités de notre pays. Une des promesses importantes était la relance des vols charter et des vols cargo. Le DG de la SECNA, lors de l'inauguration du bloc technique de Bobo Dioulasso, M. Amadou Ousmane Guiteye a déclaré ceci: en offrant des facilités aux usagers sur cet aéroport avec le respect des normes de sûreté et de sécurité, nous attendons de l'État le développement des activités touristiques, économiques et industrielles ainsi que la réduction drastique des coûts d'exploitation, l'élimination des taxes sur le carburant et autres. Aujourd'hui encore, les défis d'attente subsistent. Ces préoccupations demeurent nos cris de cœur. À quand allons-nous nous affranchir de ces paroles et concrétiser ces différentes sollicitudes gage d'un développement économique certain et radieux du Burkina Faso, particulièrement sa partie ouest? Pour permettre au deuxième aéroport international de Bobo Dioulasso de jouer pleinement son rôle, il faut absolument le doter d'un scanner, d'un équipement de levage pour le fret aérien, d'un magasin avec une grande chambre froide, augmenter le stock de carburant et le détaxer, ouvrir l'aéroport en H24. Cela suppose un engagement fort de l'État et des acteurs locaux. Je rappelle ici que le 14 mai 2018, à Sikasso, au Mali, les premiers ministres du Burkina, de la Côte d'Ivoire et du Mali ont signé la convention Sikobo pour la création d'une zone économique spéciale entre Sikasso au Mali, Korogo en Côte d'Ivoire, Bobo Dioulasso au Burkina Faso, avec un budget de 44 milliards. Bobo Dioulasso, notre cité, avec un aéroport international aux normes les plus actuelles, devra être le pivot de cette zone économique. Nous, Burkinabés, Bobolais, opérateurs économiques, hommes politiques, acteurs de la société civile, partenaires techniques et financiers de la région, l'aéroport de Bobo est le nôtre. Nous devons sortir de notre léthargie, de notre insuffisance de dynamisme, de notre attentisme, de notre faible esprit d'entreprise, afin de réaliser nos rêves de l'aéroport de Bobo Dioulasso. L'aéroport international de Bobo Dioulasso sera ce que nous voulons qu'il soit. Ne dit-on pas, une armée de fourmis bien organisée peut abattre un éléphant. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Je vous remercie. Je prends la parole au nom du président du Conseil burkinabé des agences de gardiennage pour vous traduire quelques-unes de nos préoccupations. Lesquelles préoccupations interpellent au moins 4 ministères, à savoir celui du commerce, celui de l'économie, celui de la sécurité et celui en charge du travail. S'agissant de celles en lien avec le thème central, une de nos préoccupations essentielles est celle de l'allègement de la pression fiscale qui n'a pas encore connu un début de solution malgré 6 rencontres État-secteur privé. Ensuite, il y a la question du choix d'un professionnel en sécurité, police ou gendarmerie, pour siéger dans les commissions techniques des appels d'offres afin que les résultats qui en sortiront reflètent une meilleure appréciation qualité-prix, ce qui mettra fin à la moins-disance ou à l'offre économiquement la plus avantageuse. Nous ne manquerons pas de relever aussi l'implication insuffisante des sociétés privées de sécurité dans la chaîne opérationnelle des forces de sécurité intérieure. Pour parachever ces préoccupations, nous soulignons que les états généraux de la sécurité privée s'imposent. Quant aux autres préoccupations non moins importantes, celles relatives à la révision à la hausse du coût de revient d'un vigile, celles relatives à l'exonération de la TVA sur les équipements de protection et de défense,
elles ont toujours été soulevées auprès du ministère en charge du commerce, mais force est de constater qu'aucune action n'est entreprise. Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous vous savons très préoccupés face aux multiples et diverses préoccupations, mais nous souhaitons qu'il plaise à Dieu de vous ouvrir les pistes de solution. Pour une sécurité privée utile, engageons-nous. Je vous remercie. Le représentant des syndicats du BTP. Il n'est un secret pour personne que les acteurs de ce secteur, à l'instar d'autres, rencontrent à ce jour beaucoup de difficultés liées, entre autres, à la situation sécuritaire de ce pays qui a rendu très difficile, voire l'arrêt dans certaines zones affectées. C'est le lieu aussi de saluer les efforts incommensurables du gouvernement pour faire à cette situation préoccupante qui impacte négativement les activités du monde des travaux publics. En effet, cette situation entraîne dans le monde de notre travail l'annulation carrément des ressources de la commande publique liées à ces infrastructures. Or, l'État est le seul pourvoyeur de commandes publiques à nos entreprises. En conséquence, la plupart des entreprises éprouvent des difficultés énormes à maintenir et à honorer leurs engagements vis-à-vis des administrations fiscales et parafiscales. Et si on y prend garde, les conséquences risquent d'être très désastreuses. Comme on dit, quand le bâtiment va, tout va. Et quand le bâtiment ne va pas, tout ne va pas. Je pense que tout le monde a le constat dans cette salle. Excellence, Monsieur le Premier ministre, c'est donc au regard de l'importance de ce secteur dans le maintien du développement du tissu économique et enfin d'éviter la disparition prématurée et silencieuse de la plupart d'entre elles que nous souhaiterions que vous lui portiez une attention particulière dans un contexte concurrentiel assez rude, méprisant certains principes professionnels. Nous demeurons convaincus que vous ne ménagerez aucun effort pour l'atteinte de cet objectif afin de permettre aux entreprises de jouer pleinement leur rôle dans la mise en œuvre du PNDS, si cher au président du FASO, Son Excellence votre Marc Christian Kaboré. Et restons redevables, et restons disponibles du moins pour toute rencontre sectorielle que vous jugerez appropriée. Pour un BTP en avant qui fait la fierté de toute l'Afrique de l'Ouest, les membres, les BTP de Burkina qui aujourd'hui n'est pas le cas. On y va. Merci. Je réponds au nom de Mme Assette Djibo, directrice d'une entreprise de BTP basée à Obo-Dioulasso et la présidente d'une association des acteurs du BTP dans la région de Haut-Bassin. Je vous remercie, Excellent, pour la parole qui m'est accordée afin que je puisse intervenir sur certains points qui non seulement me tiennent à cœur, mais aussi tiennent à cœur à tous mes collègues entrepreneurs dans le domaine du BTP. Mon intervention se manifeste plutôt en doléance envers son Excellence, Monsieur le Premier ministre, sur les points suivants. La déduction des frais d'enregistrement des marchés qui est de 3% sur les encaissements des décomptes, autrement dit, permettre à l'entrepreneur de payer une prime fixe pour pouvoir bénéficier des avances de démarrage. Revoir les frais d'achat de dossiers qui sont de plus en plus à la hausse. J'espère, Son Excellence, que votre gouvernement, dont je félicite au passage pour les multiples succès dans ses efforts d'accompagner les filles et fils du Burkina que nous sommes, afin que nous puissions ensemble faire rayonner le Burkina au-delà de tous ces défis du siècle, pourra entendre ces différentes doléances salvatrices pour nous, les acteurs du BTP, dont je suis la présidente. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé et j'espère qu'une suite favorable nous parviendra. Nous sommes à 2 éditions du CODESP et je pense que nous devons féliciter le gouvernement et le ministre du Commerce qui a parrainé cette activité. Mais on ne peut pas quitter ici sans énumérer quelques doléances, notamment la poursuite des activités du programme
d'accompagnement pour la transition des entreprises informelles vers le formel, proactif, notamment les activités d'organisation des acteurs de l'économie informelle et de la facilitation de leur financement et accès au marché public. La poursuite des activités de mise en œuvre du statut de l'entrepreneuriat. Il y a eu une phase pilote où je pense que si on arrive à continuer comme ça, nos jeunes petits frères peuvent créer leur entreprise et bénéficier des avantages avec l'État. L'opérationnalisation de SAFIN, qui est vraiment une préoccupation. Comme c'est une banque de la Chambre de commerce, nous pensons que ça peut aider les gens à avancer. Et, Excellence, Monsieur le Premier ministre, je ne peux pas quitter ici sans faire de commentaires. Actuellement, il y a quelques mois, il y a des services qui n'avaient pas de réseau. Aujourd'hui, nous n'avons pas de réseau. Le réseau n'est même pas faible. Le commerce ne marche pas. Donc, nous comptons sur vous pour injecter de l'argent dans l'économie pour que nous puissions avancer. Merci. Moi, c'est M. Kwanda Saïbou, dit le prince. Je suis le président du syndicat national des livreurs et assimilés du Burkina. Moi, j'ai un plaidoyer et une contribution. Donc, j'ai un plaidoyer pour le métier de libraire, qui est un métier que vous tous, qui sont au Prodium, vous avez eu la chance d'aller à l'école. Si on part à l'école, il faut que les libraires puissent te vendre des cahiers et des livres. Mais notre travail traverse des difficultés depuis des années et nous plaidons depuis. Et j'allais profiter pour remercier le ministre du Commerce, M. Aruna Kaboré, et le président de la Chambre du Commerce, parce que nous avons des problèmes depuis des années et depuis les arrivées, nous sommes en train de trouver la solution. Mais il y a des solutions encore qui sont là et nous allons vous envoyer des propositions écrites. Je tiens ici pour dire aux gens, nous sommes tous quittés à Ouagadougou. La Chambre du Commerce a fait un travail propre pour nous. Et quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Quand c'est pas bon, il faut dénoncer. Moi, c'est comme ça. Parce que le président sait que quand c'est revendiqué, Prince est un grand revendiqueur. Mais quand c'est bon, je suis un patriote, je dis c'est bon. Moi, ma contribution maintenant, c'est pour soutenir la politique générale que le président du FASO est en train de mettre en place. Le ministre du Commerce, moi je demande à tous les commerçants qui sont vraiment, qui sont venus à Bobo avec leurs moyens, de dire chapeau au ministre du Commerce. Si je dis de le dire, merci. Nous sommes sur le terrain de la lutte depuis 25 ans pour le commerce. Tout ce que nos aspirations, c'est lui qui est venu mettre ça en pratique. Nous ne pouvons que le remercier. Mais ma première contribution maintenant, c'est accompagner la politique générale du gouvernement. Moi, j'ai la chance, je vais me présenter encore. Je suis représentant des clusters COP pour l'Afrique. C'est un consortium qui regroupe toutes les grandes entreprises de l'Europe de l'Est. Le siège se trouve à Varsovie. Moi, je suis en Pologne chaque fois. Et nous avons un projet pour accompagner l'industrialisation du Burkina. Parce qu'un pays ne peut pas se développer sans ses fils. Et le Burkina, la diaspora burkinabé est forte. Et quand vous sortez, vous voyez qu'il y a des opportunités qui se présentent. Et quand tu aimes ton pays, si tu as une pierre que tu as eue ailleurs, il faut envoyer à ton pays. C'est ça. Le gouvernement qui est là, le ministre qui est là, il a eu la chance d'étudier ailleurs. C'est ça, il a eu des idées. Il a été dans le secteur privé. Il est arrivé, il a vu le trou, il est en train de boucher. Et nous allons l'accompagner à boucher. Donc, le projet que j'ai dit, cluster là, vraiment nous ambitionnons vraiment d'accompagner le gouvernement à pouvoir mettre dans toutes les 13 régions du Burkina des unités de transformation. Ce n'est pas de la politique, ce n'est pas de la démagogie, c'est quelque chose qui est clair, c'est un acquis. Donc je voulais profiter, demander au président de la Chambre de commerce, au DG, au ministre, avec le Premier ministre, avec tout l'ensemble du gouvernement, il y a des Burkinabés vraiment qui parcourent le monde à la recherche. Et vraiment, souvent, il faut écouter ces gars-là. Voilà, c'est ce que je vais vous demander. Il y a des Burkinabés qui parcourent le monde pour chercher. Et quand ils trouvent quelque chose qui est bon pour le pays, quand ils viennent, il faut les attraper. Moi, c'est Edouard Souleymane, secrétaire général du syndicat national des taximens du Burkina. Nous, notre préoccupation, il y a trois préoccupations qui nous occupent, nous les taximens. Depuis 2002, le renouvellement des parcs de taxis, notre parc est vraiment vétus. Nous demandons le renouvellement des parcs de taxis. Deuxième point, les têtes et lieux de stationnement dans les deux grandes villes Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Troisième point,
l'interdiction des poids des personnes par les tricycles et les quadricycles. Ce sont les 3 points qui nous préoccupent, tous les taximans du Burkina Faso. Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous vous demandons de voir depuis 2002 à chaque rencontre gouvernementale, ce sont les mêmes préoccupations qui n'ont pas eu gain de cause. Donc, nous vous demandons de prendre nos préoccupations en compte. Je vous remercie. Moi, c'est Léon Ninkema. Je suis le président de l'Association des commerçants réunis du Burkina et aussi le secrétaire général du groupement des acteurs de petit commerce du Burkina. Alors, merci beaucoup. Je disais tantôt que c'était en rapport avec le thème où Monsieur le président de la Chambre de commerce de Bobo disait l'extension du port sec, qui est vraiment une bonne chose. C'était pour savoir si c'était une participation des opérateurs économiques du Burkina ou bien c'est l'ensemble ou bien il y a un financement qui vient de l'extérieur. Ça, c'est un. Alors, deuxièmement, il y a le ministère du Commerce qui a vraiment des lois pour encadrer le commerce au Burkina Faso. Mais certains souffrent d'adoption. Donc, nous voulons demander au ministre présent d'accélérer sur ces adoptions-là pour vraiment protéger le petit commerçant à devenir un opérateur économique. Et ensuite, je vais aller avec Dr Bernard qui disait en tout cas, il a mis l'accent sur la qualité et aussi les produits locaux. Je dirais à Dr Bernard, en tout cas pour beaucoup de gens, c'est à Bobo seulement qu'on a reconnu. Ça veut dire, je vais leur exhorter à avoir une approche réelle des petits commerçants et même le secteur informel, chose qui va évoluer l'économie au Burkina Faso. Je suis Sessouma Zanga Seydou. Je prends la parole ici au nom de l'association professionnelle des intervenants dans le secteur du sucre. Une association qui est née suite aux récentes évolutions du secteur. Et nos préoccupations, c'est la préoccupation de SN Sosco précisément. Et comment permettre à cette unité, en tout cas, de continuer à produire et à écouler sa production. Pour cette préoccupation, nous avons 3 recommandations à l'attention du gouvernement et de SN Sosco. La première préoccupation, c'est de poursuivre avec le dispositif actuel qui est la signature de protocole d'accord entre SN Sosco et les distributeurs en début de campagne, l'achat effectivement du sucre de SN Sosco et la délivrance des autorisations pour permettre les importations dans le but de compléter les besoins de consommation du pays. Je voudrais saluer, avant de passer à la deuxième recommandation, les efforts du gouvernement tout récemment qui ont permis, le ministre l'a déjà dit, en tout cas de payer toute la production de l'année 2018 et de payer une grande partie de la production de cette année, notamment dans les 31 000 tonnes de sucre produit. Il y a 18 000 qui sont déjà payés et le reste a été discuté de telle sorte qu'à la fin du mois de novembre, tout soit payé et enlevé. La deuxième préoccupation, c'est de travailler à assainir le marché du sucre dans notre pays. Il s'agit, en tout cas, c'est notre recommandation à l'endroit de SN Sosco, de participer à la régulation et à l'organisation du secteur. Il y a des pratiques qui se passent à ce niveau qui ne permettent pas et qui ne facilitent pas le travail à ceux qui s'engagent. Il s'agit des ventes directes aux consommateurs. Il y a l'association est là et des distributeurs sont là.
des personnes qui sont engagées, mais le sucre passe souvent directement aux consommateurs. Et aussi, il y a la compensation de leurs dettes sous forme, disons, les règlements des dettes sous forme de compensation de stock. Donc le stock se trouve également sur le marché à travers d'acteurs qui ne sont pas des distributeurs. Donc ces pratiques sont de nature également à déranger la distribution dans le pays. Donc pour la deuxième recommandation, je répète, l'arrêt et l'interdiction des ventes directes aux consommateurs et l'arrêt également des règlements des dettes sous forme de compensation de stock, donc qui se retrouvent sur le marché à des prix quelquefois tout juste pour récupérer le montant. Et enfin, troisième recommandation, c'est beaucoup de milliards que les gens mobilisent pour pouvoir payer les stocks. Le ministre du Commerce, monsieur le ministre, a donné les quantités, il n'a pas donné les milliards. C'est beaucoup de milliards que les gens ont mobilisés pour pouvoir payer ces stocks-là. Et tout de suite, après l'interdiction des importations, je crois qu'il y a 7 milliards qu'on a mobilisés pour payer une partie et le reste doit venir. Donc après ces mobilisations, donc, les gens attendent que les importations soient effectivement confiées à ceux qui font les engagements. Puisque des gens prétendent et envoient toujours des dossiers alors qu'ils ne participent pas à l'effort collectif pour payer la production nationale. Pour nous, pour être importateur, il faut approcher l'observatoire et en début de campagne s'informer de l'ensemble des engagements des acteurs. Et après, effectivement, achat et enlèvement de ces stocks, alors donc, va suivre la phase de la délivrance des autorisations. Quelqu'un qui ne fait pas partie de ceux qui payent le sucre au niveau, en tout cas, de l'unité nationale, ne devrait pas prétendre à une quelconque autorisation spéciale d'importation. Excellence, Monsieur le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement. Je suis Aboubakar Ouedraogo, secrétaire général des importateurs et distributeurs d'huile alimentaire du Burkina Faso. Les régions souhaitent que le gouvernement accompagne l'ensemble des acteurs et en particulier les industriels du Burkina Faso dans la chaîne des valeurs de l'agroalimentaire pour l'huile comme pour une meilleure compétitivité des prix de vente à travers la révision des structures de coûts de production dans les industries. Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous savons que le travail que mène votre gouvernement pour l'assainissement du monde des affaires dans notre pays n'est pas un travail facile, surtout dans un pays comme le nôtre, où la notion de patriotisme économique ne signifie pas toujours grand-chose pour bon nombre de nos concitoyens. Mais c'est un travail qui est vital pour notre économie et, à ce titre, mérite d'être mené. Désormais, notre groupement voudrait marquer la rupture. Au-delà de la litanie des difficultés du secteur industriel que nous rappelons régulièrement et qui, du reste, sont de nos jours bien connus, pensons-nous, notre groupement veut se tourner résolument vers les efforts collectifs impulsés par le gouvernement afin de réaliser le sursaut national que nous attendons tous. Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous réaffirmons notre conviction selon laquelle aucun pays ne s'est véritablement développé sans un secteur industriel solide, innovant et intégré. Comme toute industrie, l'industrie burkinabé a besoin pour sa production de la matière première dont une partie lui est procurée par son agriculture. Elle a aussi et surtout besoin du commerce pour exister, car c'est par cette voie que sa production est portée vers le consommateur. Il y a donc nécessité de développer des initiatives permettant d'identifier des bases d'établissement de partenariats mutuellement avantageux entre nos producteurs de matières premières, agriculteurs notamment,
nos transformateurs de ces matières premières industrielles et nos distributeurs de produits industriels. C'est pourquoi notre groupement s'inscrit entièrement dans le thème principal de cette édition du CODESP et se reconnaît dans les deux sous-thèmes. Seule une intégration des différents secteurs et des unités à l'intérieur de ces secteurs permettra de booster notre économie. L'intégration industrielle et, partant, l'intégration économique comportent beaucoup d'avantages pour notre économie, dont celui de constituer, dans une certaine mesure, une solide base de résolution du problème essentiel que connaissent depuis surtout ces derniers temps la plupart de nos unités industrielles, à savoir la mévente de leurs produits. C'est pourquoi notre groupement fonde un réel espoir sur les travaux de cette deuxième édition du CODESP, dont les conclusions, nous le souhaitons, permettront de dégager des pistes sérieuses pour l'identification et la mise en œuvre d'un mécanisme pouvant susciter, encourager et favoriser l'établissement de partenariats entre l'ensemble des acteurs des différents secteurs de notre économie pour bâtir des alliances stratégiques mutuellement profitables pour tous. Ces alliances sont nécessaires car face aux difficultés actuelles, notre pays a plus que besoin de toutes ces ressources disponibles pour rebondir. Pour terminer, nous souhaitons plein succès aux travaux de la deuxième édition du CODESP. Nous vous remercions. L'Union des vendeurs de pièces détachées voudrait à cette rencontre soulever une grande préoccupation qui mine le secteur des pièces détachées cycles et cyclomoteurs. Il s'agit des tracasseries douanières à l'intérieur du pays sur nos axes routiers. En effet, à plusieurs reprises, il nous est revenu que les grossistes et les demi-grossistes qui viennent se ravitailler dans les grandes villes connaissent des difficultés avec des brigades des douanes qui refusent les copies des quittances de dédouanement des marchandises remises à ces grossistes lors de leur achat. Nous voudrions interpeller le ministre de l'économie et des finances, et notamment la direction générale de la douane, puisque ces quittances proviennent de la douane. Dieu bénisse le Burkina Faso, je vous remercie. Nous allons clôturer cette séance de travail en remerciant tous ceux qui sont intervenus et qui ont fait des contributions. Et je remercie tous ceux qui ont adressé des encouragements au gouvernement. Nous savons qu'il y a des choses qui se font. Nous savons que ça ne suffit pas. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour faire en sorte que notre objectif et nos préoccupations qui placent le secteur privé au cœur de notre processus de développement soient réalité. Tout ce qu'on vous demande, c'est que vous continuez à accompagner le gouvernement dans la prise des mesures, dans la mise en place des dispositifs pour qu'on puisse avancer ensemble dans la bonne direction. Et je pense que le secrétariat de notre réunion a pris note de toutes les préoccupations et nous allons les intégrer dans le rapport final afin que le gouvernement puisse se pencher dessus et apporter les réponses appropriées que nous examinerons lors de notre prochaine rencontre. On va essayer d'apporter quelques éléments de réponse à certaines préoccupations. Je voudrais tout d'abord vous remercier tous autant que vous êtes. Ceux qui sont intervenus dans la phase intermédiaire pour nous donner leur compréhension des relations entre l'État et le secteur privé, ceux qui sont intervenus pour nous donner leur appréciation des thèmes développés par les experts et pour nous donner leurs préoccupations en tant qu'opérateurs économiques de ce pays. Nous sommes très heureux parce que c'est cela. Lorsque on a des relations de dialogue, il faut que les gens aient la possibilité de pouvoir s'exprimer pour dire ce qu'ils pensent et ce qu'ils souhaitent. Alors, les commentaires que je vais faire avant de passer la parole à la Chambre de commerce, c'est de dire tout simplement que vous avez pu vous-même observer. Les problèmes de développement, ce sont des problèmes d'organisation. Et il faut que le secteur privé qui doit contribuer à la création de richesses et à la création d'emplois dans notre pays
soit un secteur réellement organisé dans tous ses compartiments, les commerçants, les industriels, les autres opérateurs économiques, les petites et moyennes entreprises. Si les gens sont organisés et qu'ils parlent d'une même voix, je crois que nous aurons gagné une partie de la bataille en attendant de gagner la guerre. Le gouvernement est disposé à vous accompagner tous autant que vous êtes dans la réalisation des objectifs de développement de vos différents secteurs d'activité. Mais encore faut-il que ces interventions et ces accompagnements puissent se faire, comme je l'ai dit, dans un cadre réellement organisé. Il n'est pas souhaitable qu'au cours de rencontres de ce genre, on constate que dans différents compartiments, il y a des sons de cloche dissonants et on se rend compte que les gens sont divisés sur un certain nombre de questions et chacun veut tirer la couverture à soi et défendre sa propre chapelle. Je pense que ce n'est pas une bonne chose, mais c'est l'expérience qui instruit. Nous avons réussi, et je rendais hommage au ministre du Commerce, à réorganiser nos relations avec le monde du secteur privé. Il faut que l'on continue de manière à ce que, lorsque nous avons épuisé tous les débats au niveau régional, au niveau sectoriel, quand on se retrouve au niveau national, c'est pour discuter des recommandations les plus pointues qui doivent contribuer à consolider le secteur privé dans son apport au développement économique et social du pays. Il faut que l'on évite de se disperser et chacun tire un peu la couverture à soi, alors que dans les interventions préliminaires qui ont été faites par les experts du bureau d'études Jones Associated et par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, nous avons donné les efforts qui sont en train d'être développés. Nous avons relevé ensemble les insuffisances qui ont été constatées à travers les études, bien sûr, et il y a des recommandations qui ont été faites pour que le gouvernement accélère la mise en œuvre des réformes qui peuvent dynamiser le secteur privé. Donc, c'est un appel que je lance à tous les partenaires ici présents, à tous ceux qui ont pris la parole pour intervenir sur un certain nombre de questions, et je voudrais les remercier pour ces contributions que nous allons verser dans le rapport final, et nous allons établir une matrice de mesures pour pouvoir suivre la mise en œuvre pour qu'au prochain rendez-vous, c'est-à-dire en 2020, lorsque nous allons nous retrouver, qu'on puisse vous faire le point des efforts qui ont été faits dans différentes directions, des insuffisances qu'on aura constatées. On vous fera savoir les difficultés que l'on rencontre dans la mise en œuvre de telle ou telle recommandation issue de ces assises, et ensemble nous pourrons rectifier le tir pour pouvoir continuer, parce que nous devons tous regarder dans la même direction et non pas penser qu'il y a des gens qui sont là pour bénéficier d'un certain nombre de choses et le gouvernement n'a que des devoirs, mais il n'a aucun droit vis-à-vis du secteur privé. Donc, merci pour vos contributions et je vais passer la parole à la Chambre de commerce pour essayer de donner quelques éléments d'information sur des questions qui ont été évoquées ça et là, de façon disparate dans vos interventions, de manière à ce qu'en quittant cette salle, que nous ayons la même compréhension d'un certain nombre de phénomènes. Je ne voudrais pas qu'au sortir d'ici, il y ait des gens qui disent qu'ils n'ont pas été satisfaits et que de toutes les façons, le gouvernement ne joue pas la transparence, alors que notre rôle aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on capitalise les informations que vous avez données, qu'on regroupe toutes vos préoccupations et qu'on puisse progressivement apporter les réponses appropriées pour que le secteur privé se renforce dans notre pays. Monsieur le Président de la Chambre de commerce. Merci, Excellence. Je voudrais intervenir spécifiquement sur deux questions qui ont été posées directement à la Chambre de commerce. Il s'agit de la question du docteur Ouedraogo, si je ne me trompe pas, qui demandait si la Chambre de commerce était légitime parce qu'il pensait que c'était une institution coloniale, et également il y avait une autre question sur le port sec. Alors, pour ce qui concerne la question du docteur, je voudrais dire au docteur que la Chambre de commerce, effectivement, a été créée en 1948, mais il y a eu bien des évolutions déjà au niveau de notre institution, et que la Chambre d'agriculture et de commerce qui a été créée à cette époque n'a rien à voir avec notre institution d'aujourd'hui. Autant la Chambre de commerce à cette époque était composée surtout de comptoirs français,
il y avait peu d'industrie, il s'agissait beaucoup plus. Et l'agriculture occupait une place importante dans le commerce à l'époque parce qu'il y avait l'échange des produits du cru qui étaient achetés par ces comptoirs et commercialisés à l'extérieur. Nos commerçants à l'époque ne le faisaient pas directement. Alors donc c'était une chambre d'agriculture. Mais déjà dans les années 60, il y a eu des changements. Mais le changement fondamental a eu lieu en 1973 et un texte qui a été pris à l'époque par le ministre Garango. Un décret a été pris donc portant statut de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Burkina Faso. Alors, c'est dire d'abord que dans la composition où au départ il y avait à peine 13 membres au niveau de la Chambre de commerce en 1948, nous avions déjà 80 membres dans les années 73 et il y a eu également d'autres changements de fond à partir des années 90 avec la libéralisation de notre économie, c'est-à-dire les ajustements structurels aidants. Il y a eu le programme qu'on a appelé le PASP, le programme d'appui au secteur privé qui était logé au ministère du Commerce, où on a mis en place une commission de concertation qui était présidée par le même Garango à l'époque, pour réfléchir, pour libéraliser, comme on a dit à l'époque, la Chambre de commerce. Et un texte a été pris pour faire en sorte qu'on introduise petit à petit la représentation des différents secteurs et catégories au niveau de la Chambre de commerce. Et au début, c'était par désignation à partir des catégories professionnelles. Et à partir de la réforme de 2001, nous sommes allés avec plus de libéralisation où par secteur, commerce, industrie, et artisanat d'ailleurs, il y a eu la réforme à cette époque pour que l'artisanat aille à la Chambre des métiers. Nous avons introduit les services parce qu'il y a eu d'autres activités. La Chambre de commerce dont vous parlez, à l'époque, il n'y avait pas les télécoms. Il n'y avait pas donc les pharmaciens qui étaient membres, parce que moi je me rappelle dans les années 60, il y avait à peine 3 pharmacies à Ouagadougou. Alors donc, et à Bobo, nous avions la pharmacie Moteur et la pharmacie de Oué, et pas plus que ça, pour les plus anciens, ils se rappellent encore. Donc tous ces métiers nouveaux qui ont été créés, les bureaux d'études, même les médecins, alors tout ceci aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, fait partie de cette chambre de commerce. Et nous sommes passés donc à une phase même de vote organisé sur l'ensemble du territoire, l'ensemble des régions, et pour donc qu'il y ait des représentations. Nous avons fait en sorte que presque toutes les provinces y aient un élu. Et d'une chambre de commerce qui se limitait à Bobo et Ouaga, aujourd'hui, vous avez des délégations consulaires dans les 13 régions du Burkina Faso, avec 151 membres. Donc vous comprenez bien que nous sommes très loin de la chambre de commerce du temps de la colonisation. Donc il y a eu toutes ces transformations que le docteur peut retrouver en tapant sur Google tout simplement. Chambre de commerce du Burkina Faso, vous trouverez la chronologie de l'évolution, l'historique de la chambre de commerce de la Haute-Volta au Burkina Faso avec l'introduction de tous ces nouveaux métiers. Donc je crois que c'est une chambre de commerce qui est pleinement burkinabé, elle n'est pas coloniale. Ah oui. Le décret de 48. Ah oui, il y a eu des changements. C'est-à-dire qu'il y a le décret de Garango qui vise ce décret en 1973 déjà pour prendre un décret portant statut de la Chambre de commerce. C'est-à-dire qu'il y a eu, c'était un arrêté ou à l'époque ou un décret, car vous vous rappelez moi encore bien, c'était un arrêté, hein, voilà, au temps de la colonisation. Et après, il y a eu le décret portant statut de la Chambre de commerce en 1973 avec le ministre Garango. Vraiment, la réforme est partie à partir de ça. Et c'est juste après ça que moi-même, je suis rentré à la Chambre de commerce en 1974 comme secrétaire général adjoint de la Chambre de commerce quand Garango a fait ses réformes. Il était ministre du Commerce et des Finances à l'époque. Je ne dis pas au ministre de réclamer les finances. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est pour dire vraiment qu'il y a eu tous les textes burkinabés pour toute la réforme de la Chambre de commerce. Maintenant, pour le port sec,
Je dois dire, Excellence, que vous me donnez l'occasion de dire que c'est vrai, quand ce projet a été un projet donc, où l'État a beaucoup aidé la Chambre de commerce, parce que depuis le président Kambou, on avait eu ces terrains, mais c'est surtout au cours d'une de nos réunions à Ouagadougou, à une rencontre État-secteur privé, que nous avions parlé du problème de ces terrains au Premier ministre Yoli à l'époque, parce que nous avons un problème de titres fonciers et de taxes à payer. Et le Premier ministre à l'époque avait accédé à notre demande. On a pu obtenir le titre foncier et des exonérations de taxes pour qu'on ait ce titre foncier qui était nécessaire pour avoir les prêts, les garanties nécessaires auprès des banques pour construire le port sec de Bobo-Dioulasso. Donc le port sec de Bobo, évidemment, on a eu 120 hectares. Sur les 120 hectares, dans un premier temps, on a aménagé à peu près 19 hectares exactement, je crois, une vingtaine, pour faire le premier projet. Alors ce projet, Excellence, à l'époque, nous sommes partis sur les données que nous avions à l'époque. Il passait à Bobo à peu près 350 000 tonnes de marchandises par nos différentes installations. Mais avec le port sec, en 7 ans pratiquement, ce volume est passé pratiquement à 1 300 000 tonnes. Sans oublier tout le transit. La plateforme de Bobo-Dioulasso est devenue une plateforme multimodale de passage pour les camions en partance pour nos pays limitrophes, que sont le Mali, le Niger, créant du coup une dynamique, une activité dans la ville de Bobo-Dioulasso. Et les recettes douanières, si je ne me trompe pas, sont passées pratiquement de 35 ou une quarantaine de milliards, pratiquement à 120, 130 milliards aujourd'hui. Hein, si mes chiffres sont exacts, vous me corrigez. Et nous pensons donc que dans les projections que nous avons aujourd'hui, que le moment est venu de faire l'extension, parce que très rapidement, nous nous sommes retrouvés à l'étroit dans les 19 hectares, et les 40 qui étaient réservés au port sec, c'est ça que nous devons aménager ces jours-ci. Nous avons obtenu donc un prêt de 5 milliards 200 ou 300 de la BOAD, 2 milliards 5 de Coris Bank et 1,5 milliard de BOA donc pour faire ce projet. Nous sommes à peu près donc à 10 milliards pour faire le projet. Nous avons introduit, Excellence, pour ce projet justement dans le cadre des décomptes, comme il y a des TVA qui s'ajoutent sur nos factures, ça grève un peu le coût donc, de ce projet, et toutes les TVA ne sont pas récupérables. Et on avait introduit donc une doléance auprès du ministre des Finances pour que cet aspect soit vu, donc si on peut être exonéré de la TVA. Je crois que c'est un peu la question qu'on a posée. Bon, on ne voulait pas le dire officiellement, mais comme vous me donnez la parole, je le dis en même temps. Et comme il y a un monsieur qui demandait un peu ce que c'est que le port sec, alors c'est un peu ça, le port sec, c'est l'extension, c'est augmenter la capacité donc, de passage de marchandises et de camions sous douane par le port sec de Bobo-Dioulasso et de camions hors douane, parce qu'il y aura les deux zones. Mais le projet est un projet d'ensemble, parce qu'il y a une zone d'activités diverses y attenantes de 80 hectares, mais sur les 80 hectares, 17 sont dédiés aujourd'hui à la cimenterie Simasso. Donc il nous reste 60 hectares à aménager, qui seront donc aménagés comme les aménagements qui ont été faits à Ouagadougou, à la ZAD, après le CIAO, où des opérateurs économiques qui ont les moyens, pourront acheter des espaces aménagés avec les VRD, tout le nécessaire fait pour s'installer. C'est une façon de créer un cadre, un environnement infrastructurel pour attirer les investissements à Bobo et faciliter l'installation des activités connexes aux activités donc, du port sec. Alors donc ce projet est en cours, mais dans un premier temps, il fallait faire d'abord le port sec. Et ce projet, donc, nous n'en avons pas tellement parlé pour que le président de la Chambre de commerce ne dise pas qu'il y a trop d'investissements à Bobo-Dioulasso, mais c'est un projet
qui se finance lui-même, qui n'aura pas besoin des budgets de la Chambre de commerce. Nous allons faire de la promotion immobilière pour vendre les terrains sur papier. Ceux qui sont intéressés, Ariette pourra acheter 5 000 m², 2 000 m², et comme ça, nous irons chez les banques pour demander les financements. Voilà donc ce que la ZAD, dans un premier temps, ce que le président Kadhafi voulait faire au cours de son mandat pour qu'il y ait la ZAD de Bobo-Dioulasso. Peut-être qu'on pourra mettre son nom là-bas, Excellence. Merci. Bon, je crois que Ouagadougou ne sera pas jaloux de Bobo-Dioulasso. Voilà. De toutes les façons, ça fait partie des grandes préoccupations du chef de l'État de dynamiser l'économie de Bobo-Dioulasso en y investissant le maximum possible. Voilà. Alors, si vous en avez convenance. C'était globalement les deux questions spécifiquement posées à la Chambre de commerce. D'une façon générale, si vous estimez après, on pourra dire un mot, mais pour le moment, c'était ça. Merci, Excellence. Dans la même veine, je vais donner la parole au ministre des Transports pour qu'il nous parle de l'aéroport, puisqu'il y a eu une préoccupation qui a été exprimée avec force détail. Et il est important qu'il donne des informations sur la direction que le gouvernement est en train de suivre par rapport à cet aéroport de Bobo-Dioulasso.